Et je commence toujours par un bilan intuitif, donc on me donne des informations par rapport à un prénom, je demande juste le prénom et le nom de famille de la personne. À partir de là, je lui transmets ces informations et on va bien sûr... la toute première chose qui me tient à cœur quand j'accompagne quelqu'un, c'est qu'il retrouve au plus vite son autonomie. Pour que ça ne crée surtout pas de dépendance entre le thérapeute et le patient. Et alors, combien de temps ça vous prend si on vous donne un nom et un prénom? Combien de temps vous avez besoin justement pour faire cette analyse, ce bilan intuitif? Écoutez, ça dépend à chaque fois. Et alors, est-ce que vous pouvez faire sur mon nom et mon prénom un bilan rapide ou c'est trop compliqué? Oh, vous savez, très cher François, je serais ravie de le faire. Après, avez-vous envie qu'on en parle de manière aussi ouverte là, bien sûr, durant l'émission? Je n'ai rien à cacher ici, on dit toute la vérité. Ok, merveilleusement bien. Si je peux vous donner juste une petite esquisse par rapport à l'énergie qui se présente maintenant à moi. D'un point de vue énergétique, je suis face à une personne, face à François, dont le système émotionnel, pour moi, fait des grands 8. On est dans une grande amplitude, dans une grande dynamique émotionnelle. On retrouve une énergie d'explorateur, quelqu'un qui est doté d'un grand scepticisme, mais qui ne manque guère d'intuition. Alors, ce côté explorateur et scientifique est pour moi primordial dans votre démarche parce que vous avez un mental qui n'aime pas une vie monotone et qui n'aime pas rester sur ses propres acquis. Il a besoin d'aller toujours au plus profond de ce qu'il perçoit. Il a surtout besoin de pouvoir valider ce qu'il voit par sa propre expérience de vie. On retrouve beaucoup l'énergie paternelle qui pour moi est une énergie très imposante. Un côté paternel aussi, une énergie qui est issue de la lignée paternelle et ça ne touche pas seulement papa, où on retrouve une extrême rigueur à son propre égard, pas forcément imputée aux autres, mais c'est surtout face à soi-même. Et par rapport au corps physique, surtout d'un point de vue énergétique, là du côté paternel, il y a le cœur qui ressort beaucoup, surtout l'oreillette supérieure droite. On parle d'une faiblesse du cœur. C'est le père de votre père qui ressort surtout à ce niveau-là. On parle aussi, du foie. Non pas d'un problème physique comme un cancer du foie, mais plus d'une énergie de colère enfouie qu'on retrouve de ce côté-là. Et très cher François, jusqu'ici, est-ce que vous pouvez comprendre ce Tout à qu'il fait. dit parce que j'ai un mental très bavard? Tout à fait. Pour l'instant, je peux dire que vous avez fait un sans faute. Ok. Mais alors, vous l'avez déterminé uniquement par mon nom et mon prénom. C'est quand même... Là, je voudrais bien comprendre comment c'est possible. Voyez-vous, cette voix, elle parle. Il suffit de lui adresser une question et elle donne des réponses. J'ai aucune idée sinon comment ça fonctionne. Non, c'est assez impressionnant. Vous avez décelé des choses qui sont assez extraordinaires, je dois dire, quoi, concernant mon grand-père. Je suis ravie que cela résonne pour vous, très cher François. Au niveau de la colonne vertébrale, à un endroit spécifique notamment, c'est surtout du côté droit dans le corps que l'énergie circule moins bien. L'énergie, elle circule toujours, mais elle n'est jamais bloquée non plus. C'est juste que la partie droite du corps me paraît plus fatiguée que la gauche. C'est vrai. Et ok, parfait. Ce qu'on retrouve d'un point de vue colonne vertébrale, surtout, c'est un tassement des lombaires d'environ un demi-centimètre, surtout au niveau de la lombaire 4 et 5. Touche aussi le coccyx et le sacrum et on me parle d'une chute, une usure par la suite qui a amené à une compensation. Cela amène aussi à un déséquilibre au niveau du placement même du crâne qui est beaucoup plus appuyé sur l'atlas côté droit et la première cervicale que sur le côté gauche. Ça amène par moments à une oppression au niveau de la cage thoracique. Par moments, j'ai l'impression que j'ai de la peine à respirer quand je suis en contact avec votre énergie, comme si j'avais un menhir sur l'épaule. Mais c'est pour moi vraiment dû avant tout à une émotion. On parle de cette colère qui n'arrive pas toujours à s'exprimer. Vous ne l'avez peut-être pas conscience d'elle ou
peut-être qu'il vous est parfois même impossible de la ressentir parce que c'est pour moi un bagage émotionnel qui découle de la lignée paternelle. Cette colère n'a pour moi rien à voir avec votre propre vie parce que nous savons que toute émotion, même d'un point de vue épigénétique, ce qu'on retrouve dans tout ce qui est de la duplication de l'ADN, de l'ARN aussi, tout ça, au fait, tout le système émotionnel est transmis. Alors, ce qu'il se passe par rapport à cette colère, c'est mon ressenti. Après, vous êtes mieux placé pour le savoir, bien sûr. Non, mais vous avez eu tout jusqu'à maintenant, mais c'est juste la colère que je ne comprends pas, c'est tout, quoi. Ouais, c'est pour moi que dès l'instant où il y a une colère qui se manifeste, aussi subtile soit-elle, c'est comme s'il y avait une résistance. C'est comme si elle n'arrivait pas à être exprimée dans l'immédiat. Donc c'est comme s'il y avait une énergie qui la confine et à un moment donné, elle ne peut plus être confinée. Du coup, on explose ou on implose. Je ne sais pas comment il faut appeler cela. Sauf que les gens, apparemment, ont une image très spécifique de François qui est, ou qui pourrait même, je dirais, faire un très très bon thérapeute parce que l'écoute, l'empathie, l'entraide, vouloir. J'ai l'impression qu'avec tout cela, à un moment donné, si François se mettait vraiment en colère, les gens ne pourraient pas comprendre. Ah, c'est sûr, très subtil, voyez-vous. Je vous invite humblement à juste observer. À la prochaine fois que vous ressentez une petite colère, dites-vous bien qu'elle ne vous appartient pas a priori, mais si vous pouvez juste lui dire « Oh, chère colère, tu ne m'appartiens pas, mais je te donne le droit de vivre, enfin. » Juste ça, observer ce qu'il se passe, surtout par rapport à la digestion. Oui, j'ai pas mal de problèmes de ce côté-là, oui. Oui, donc ça va aider aussi vraiment les cellules de l'intestin à absorber l'eau parce que quand il y a un refoulement émotionnel, et souvent ces refoulements sont inconscients, quand il y a un refoulement émotionnel, là notamment en lien avec la colère aussi, les cellules n'arrivent plus à absorber l'eau. Or, l'eau est la première source d'énergie pour le corps physique et si ces cellules sont privées d'eau, elles sont privées d'une information capitale à leur bien-être, à l'homéostasie. Donc, voilà globalement pour votre bilan intuitif. Bon. Après, on peut parler des heures et aller affiner. C'est toujours, moi j'adore faire ça parce que c'est une découverte incroyable. Alors qu'est-ce que ça peut m'apprendre tout ça? Bonjour Nasrine Reza. Mais bonjour François. Merci d'avoir accepté notre invitation. On s'est entretenu il y a à peu près tout pile un an, vous m'avez dit. Oui. Vous avez une bonne mémoire. Je vous rappelle que vous êtes, pas à vous, mais aux auditeurs, parce que vous, je pense que vous le savez, que vous êtes intuitive médicale et thérapeute. Depuis votre enfance, vous êtes doté d'une sensibilité particulière qui vous permet de déceler des déséquilibres psychiques et émotionnels. En 2002, vous avez créé la méthode la Nutri-Émotion, ce dont nous avons parlé la dernière fois. Alors aujourd'hui, on a la chance, vous êtes dans les magnifiques studios de BTLV, et on va parler de votre dernier livre, Le pouvoir de l'accueil. Alors c'est pas un livre qu'on lit de la première page à la dernière page, c'est un livre plutôt qu'on goûte, qu'on picore de temps en temps. Souvent les gens disent c'est un livre de chevet. Le soir ou le matin quand je me réveille, je vais piocher un texte, donc j'ouvre au hasard selon mon inspiration. Et j'ai le message du jour, le message à explorer. Alors là, au hasard, je tombe, l'amour ne se mérite pas. Oui. Bon, alors c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle. Lorsque nous nous nourrissons de cet amour propre, alors nous n'avons plus besoin de quémander. Alors votre livre, donc sur la page de gauche, donc à chaque fois il y a ce genre de phrases sur la gratitude, sur la douleur, enfin sur l'ensemble de ce que l'on rencontre au cours de notre vie. Oui. Et puis c'est une page d'explication que vous mettez à droite? Alors, c'est votre explication ou c'est une explication globale? En fait, la page de droite avec l'explication, entre guillemets, sert vraiment à pouvoir s'immerger en nous-mêmes, d'aller découvrir ce qui est notre propre vérité. Et la page de droite laisse maintes portes ouvertes pour que chacun puisse explorer, parce que l'objectif, le but, ce n'est pas que la personne s'arrête sur une quelconque vérité qu'elle lit dans un livre. Chacun possède son propre savoir inné, donc c'est plutôt une invitation à cette découverte-là. Depuis que vous avez écrit ce livre, est-ce que quand vous relisez certaines pages, si vous le faites, est-ce que votre vérité évolue? Est-ce qu'il y a des choses où vous dites, j'aurais pu écrire différemment? En fait, je ne relis jamais les livres que j'écris. Donc, pas de problème. J'ai des retours des lecteurs,
Mais je ne me remets pas dans quelque chose qui a déjà été écrit en règle générale, sauf là parce qu'il a été traduit en anglais, il va être traduit en espagnol, donc on regarde par rapport plutôt à la structure de la phrase. Alors justement sur les retours que vous avez eu beaucoup de confirmations ou vous avez eu des surprises Les gens en règle générale me disent j'aime beaucoup le livre parce que il est simple. Et au final, souvent on me dit, je me rends compte que la vie est encore beaucoup plus simple que ce que j'avais imaginé. Alors en sous-titre, c'est Renaître en un seul instant. Le titre Renaître en un seul instant, c'est renaître à nous-mêmes, c'est renaître à ce que nous sommes véritablement. L'être humain est né libre, sans concept, sans système de pensée, je dirais même sans rêve particulier. Quand on observe un enfant en bas âge, il n'a pas de grand projet de vie, il veut juste vivre. C'est ce qu'il fait d'ailleurs merveilleusement bien, contrairement à l'être humain adulte qui lui court beaucoup après mains objectifs et se dit, tu sais, le jour où je serai retraité, alors, mais t'en sais rien si t'arriveras vivant. Jusque-là. C'est sûr. Donc, renaître à ce que nous sommes véritablement, c'est vraiment pouvoir goûter à notre état initial lorsque nous sommes nés, entre guillemets, lorsque nous étions dépouillés de toute pensée, de toute émotion qui ne nous appartenait pas, vu que tout découle en règle générale des lignées familiales, si ce n'est pas de la conscience collective de l'humanité. Donc c'est revenir à ça, revenir à notre propre perfection, d'où le mot renaître, à notre véritable identité. Si je vous comprends bien, Nasrine, vous pensez que lorsqu'on est dans le ventre de notre mère, on n'a pas de projet? Vous pensez pas que certaines personnes ont déjà échafaudent déjà des projets? Comment je vais sortir? Où se trouve la sortie? Je pense que c'est la vie qui prend cela en charge. Ouais. Vous pensez qu'on veut rester jusqu'à le plus longtemps possible? Qu'on pense qu'on y restera finalement? On peut imaginer qu'on reste toute notre vie à l'intérieur de cette protection. On est toute notre vie à l'intérieur de cette protection. On n'en a juste pas toujours conscience. Cet état de bien-être, de sentiment d'être protégé, de quiétude, c'est quelque chose qui habite chaque être humain, tous sans exception. Mais on n'en a malheureusement pas toujours conscience parce que notre attention est beaucoup portée sur ce qu'on nous a demandé de faire, des rôles qu'on a adoptés, des masques qu'on a portés. Donc, on se perd un peu de vue au fil des ans. Alors, vous avez un titre étrange, parce que le pouvoir, c'est un mot quand même difficile. Oui. C'est un mot qu'on rejette aujourd'hui dans les nouvelles générations. On veut que le pouvoir disparaisse finalement. On aurait pu appeler ça aussi juste l'accueil, mais vous savez, ça fait 15 ans que j'ai l'immense opportunité d'accompagner donc des milliers de personnes. Et quand j'ai pu observer toutes ces personnes lorsqu'elles sont revenues à cet état initial, cet état qui au départ est dénué de toute forme de combativité intérieure. Et quand j'ai pu percevoir à quel point ça transformait leur vie, le mot pouvoir devait juste figurer sur le livre. Si j'ai bien tout compris votre livre, le pire ennemi que l'on est, c'est nous-mêmes. Vous savez, dans la vie, soit on choisit la lutte, soit on choisit l'accueil. Nous ne pouvons pas forcément choisir les circonstances de la vie. Nous pouvons les espérer, les désirer, faire au mieux pour que ça aille dans ce sens, mais nous n'avons jamais aucune garantie là-dessus. Par contre, nous pouvons choisir en toute conscience et à chaque instant si face à ces circonstances, nous souhaitons être dans un mode de lutte ou dans l'accueil. Donc, toute émotion, la tristesse, la peur, la joie, tout ceci prend place en nous avant tout. Quand on est dans cet état d'accueil, on donne de l'espace à ce qui se manifeste en nous. Et de ce fait, il n'y a plus d'enfer en nous. Parce qu'il n'y a plus de guerre intérieure. Mais l'opposé, on nous apprend toute notre vie qu'il faut lutter quand même. Il n'y a pas un côté un peu passif à dire j'attends l'accueil et puis advienne ce qui pourra, quoi. Vous savez, je ne parle pas d'un mouvement extérieur, c'est-à-dire le pouvoir de l'accueil est intimement lié à ce qui se produit en nous, dans notre espace intérieur. Cela n'empêche pas de faire ce qui doit être fait. Ça ne veut pas dire je vais m'asseoir et attendre que... Oh, je peux, il n'y a aucun problème. Vous savez, il y a des yogis qui s'asseyent, qui sont sous leur arbre et tout va très bien pour eux.
Mais ça ne correspond peut-être pas à chaque être humain. Donc, le pouvoir de l'accueil ne veut pas dire « maintenant je ne vais rien faire ». Ce n'est pas en lien avec l'interaction que nous avons avec le monde extérieur, mais intimement lié à nous, à la relation que nous avons avec notre corps, notre mental et notre système émotionnel. C'est là qu'on accueille ce qui se passe. Donc, on va accueillir la douleur, on va accueillir une pensée négative, on va accueillir une émotion dite négative. Mais ça ne veut pas dire que si je vis dans une situation qui est hautement affligeante, imaginons, je suis en couple et je me fais battre, je ne vais pas accueillir les baffes de l'autre. C'est sûr. Eh bien, d'accord. Donc, c'est vraiment en lien avec la relation que nous entretenons avec nous-mêmes, a priori. Et tout ça, comment vous avez découvert tout ça finalement? Parce que vous n'avez pas eu ce livre à votre disposition, vous en avez eu d'autres? Alors, je ne suis pas du tout une grande lectrice. D'ailleurs, souvent les gens me disent, tu connais un tel, tu connais... Non, je ne connais pas grand-chose au final. Je suis plutôt une ignorante. Et j'aime bien cela parce que, à partir de l'ignorance, on peut faire maintes découvertes. Pardon, si je savais déjà toutes choses, je fermerais les portes à toute nouvelle découverte. Donc, le pouvoir de l'accueil, je l'ai découvert, entre guillemets, à travers ma propre vie. Mais c'était encore plus marquant lorsque j'accompagnais Lara, une petite fille âgée de 4 ans et qui souffrait de leucémie. Et même dans cette situation affligeante quand même, elle n'a jamais dit « il faut que je combatte ma maladie ». Vous savez, quand elle a eu son anniversaire, je lui ai offert une peluche et elle s'est amusée avec cette peluche comme l'aurait fait tout autre enfant. Donc, jamais un enfant est dans cet état de lutte face à ce qu'il vit intérieurement. Le pouvoir de l'accueil, c'est ne plus être dans le contrôle. De toute façon, nous ne pouvons à nouveau pas, outre mesure, contrôler la vie. Nous pouvons par contre apprendre à exceller dans notre navigation. Donc, ce n'est pas de... C'est une sorte de GPS, alors? C'est notre GPS intérieur, merveilleux, François. Oui, voilà un très beau terme. Oui, c'est notre GPS intérieur. Tout le monde est doté de ce GPS intérieur. Chaque être humain a son propre savoir inné. Le grand bémol, c'est... Permettez-moi l'expression du bémol. Le grand bémol, c'est que l'être humain cherche sa propre vérité à travers... des ouïs-dire, à travers des enseignements, à travers des livres, à travers... Alors, il n'y a pas de mal, mais s'il pouvait juste avoir un petit peu plus de recul, c'est ce que je dis à chaque fois lors de mes séminaires, la première règle, c'est soyez hautement sceptique. Observez si ça résonne pour vous ou pas, parce que vous êtes unique au monde. Quand on parle de pouvoir, ça ne vous fait pas peur parfois, un certain pouvoir que vous pouvez avoir sur les gens, une influence plus exactement? Je ne perçois pas ce pouvoir-là ou l'influence que je peux avoir sur les gens, parce que... Pourtant, ils viennent vous voir, ils lisent vos livres, oui, ils vous consultent, donc il y a quand même une certaine relation de... Bien sûr, une relation de partage. C'est même pas une relation d'entraide, parce que je n'ai pas du tout la prétention d'aider qui que ce soit. La seule chose que je peux faire, c'est de pointer mon doigt sur ce qui l'habite déjà. Alors ce mental, c'est quelque chose que vous avez mis du temps à combattre? Alors, le mental n'est pas quelque chose à combattre. Le mental est un fidèle allié, hautement sophistiqué et intelligent. Mais nous confondons souvent le conditionnement, tout ce qui nous a été inculqué avec le mental. Donc, c'est à partir de cette confusion que beaucoup de gens disent « Oui, mais le mental est bavard, le mental me casse les pieds du matin au soir, il n'arrête pas de poser des questions, il est tout le temps dans le jugement, il faut que je fasse de la méditation pour le faire taire. » Si on se pose la question à nouveau, est-ce que l'être humain est né avec un mental agité? Il suffit d'observer un enfant en bas âge, on voit que son mental est en paix. Donc, à la base, le mental est en paix. Il est silencieux, il amènera les informations provenant de l'intuition aussi au moment opportun. Mais nous avons vraiment projeté une image totalement fausse sur ce pauvre mental et il est devenu notre ennemi. Et plus nous combattons quelque chose, plus cela se renforce. Donc le mental est un ami. Mais il est faible ou il est fort? Il est parfait. C'est au-delà des deux. C'est le mental qui est comme une antenne, comme une parabole,
qui va capter l'information provenant de l'intuition. Mais ce mental peut aussi aller capter l'information qui provient de ce grand bagage héréditaire. Le mental est juste une parabole. Vous savez, c'est comme ici, nous sommes à la radio. Le mental, c'est comme une radio. Vous changez sa fréquence, il va capter des informations spécifiques. Est-ce qu'il faut en vouloir à la radio, au mental, si les fréquences qu'il capte ne nous conviennent pas? Il n'en peut rien. C'est juste une radio, c'est juste une parabole qui capte certaines fréquences. Donc à nous de diriger aussi ce mental vers notre espace intérieur, vers ce qui initialement était là. Et à nouveau, l'enfant, pour moi, est un merveilleux point de repère parce que il suffit de se demander, est-ce que je suis née comme ça? Est-ce que je suis née avec un mental agité? Non, il y avait un moment donné où j'étais en paix avec moi-même, où j'étais pas en train de lutter, pas en train de contrôler, pas en train de faire des efforts. Je voulais juste m'amuser, juste aller avec le mouvement de la vie. Bah, c'est ce qu'on devrait faire toute notre vie finalement. Oui. Nous amuser. Oui. Mais bon, les choses n'avanceraient pas, il y aurait pas, le monde existerait d'une autre manière et peut-être Oui. que ce serait moins agréable pour certaines personnes qui ont juste besoin de conquérir, de lutter. Oui, vous savez, le besoin de conquérir, le besoin de lutter. Si on observe ce qu'il se cache là derrière, c'est fondamentalement de la peur. La peur a vraiment infecté la conscience collective de l'humanité. Plus les êtres humains vont lutter contre cette peur, plus cette peur va s'accentuer. Et elle va influencer pas que un être humain particulier, elle va influencer toute l'humanité. Alors sur 7 milliards d'individus, imaginons, il y en a 6,8 milliards qui luttent à cet instant-ci contre la peur. La peur ne peut que s'agrandir. Combien d'êtres humains angoissés y a-t-il? Même des êtres humains en bas âge, très jeune âge, à 12 ans, 13 ans. Ils ont déjà envie de se suicider. Tellement il y a de la peur. On n'apprend pas aux jeunes d'aujourd'hui d'accueillir leurs émotions. On leur parle de gestion. On est tout le temps sur le front. On est tout le temps dans une position de combat si on veut gérer les émotions. Personne ne leur apprend à juste se donner le droit de vivre intérieurement ce qui se manifeste pleinement. Tu as peur? Non, t'inquiète pas, ça va passer, c'est pas grave, demain ça ira mieux. Jamais quelqu'un va dire, t'as le droit d'avoir peur. T'as le droit de dire oui à cette peur. Elle a le droit de t'accompagner là pendant un certain temps, mais elle ne va pas t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire. La peur, elle fait partie du mental alors? Le mental capte la peur, mais elle ne fait pas partie du mental. Si on ferme un instant les yeux et qu'on observe, ça inspire et ça expire. Si on est vraiment totalement relié à ce mouvement-là, on se rend compte que tout est serein maintenant. La bataille commence à l'instant où la parabole redévie, où elle se redirige vers l'extérieur. Parce que dans le bagage héréditaire, il est inscrit, sachez tout être humain, que la vérité se trouve forcément à l'extérieur. Pourtant, ça fait des éons qu'on dit que tout est à l'intérieur. Mais malgré tout, on a tendance à dévier notre regard, à aller chercher quelque chose d'autre à l'extérieur qui pourrait nous nourrir. Oui, parce que dans le bagage héréditaire, chez tout être humain, il est inscrit que quelque chose manque tout le temps. Finalement, c'est injuste puisqu'on se trimballe les bagages de nos parents, de nos grands-parents et ainsi de suite. Donc, oui. C'est difficile. La vie maintient son équilibre. Jamais la vie ne mettrait entre vos mains un bagage héréditaire que vous n'êtes pas capable d'accueillir. C'est basé sur le système d'évolution. Donc la vie préserve toujours son équilibre. Pourtant, on en souffre quelque part. On en souffre seulement si on lutte contre. Si ma parabole est focalisée sur la douleur, alors la douleur, je vais la ressentir. Tout ce sur quoi ma parabole, mon attention se focalise devient mon terrain d'observation et d'expérimentation. À chaque fois que je ramène cette attention juste sur l'inspire et l'expire, à ce moment-là, la douleur, même elle, aussi atroce soit-elle, passe à l'arrière-plan. Et de pouvoir accueillir la douleur, lui dire « Ok, maintenant t'es là. Et moi je te donne le droit d'être là. » Et d'être dans cet état de relaxation. Sans cet état de lutte, la douleur n'a plus lieu d'être. Donc finalement, tout est simple. Tout est, oui, terriblement simple, François, oui. Alors une question que je pose régulièrement à mes invités, finalement on se rend compte qu'on est les êtres les plus perfectionnés, enfin biologiques,
sur la Terre. On ne sait pas servir de toutes nos applications. Alors, comment ça se fait que finalement on est tellement intelligent, mais finalement on est complètement stupide, puisqu'on n'utilise pas tout ce genre de choses. On a besoin de gens comme vous ou d'autres pour essayer de comprendre comment ça marche, tout simplement. Un jour, quelqu'un, lors d'un séminaire, est venu, m'a dit « Vous dites, Nasrine, que nous sommes dotés d'un savoir inné. Alors, comment est-ce qu'on y accède ?» Je lui ai tendu mon smartphone. Je lui ai dit « Est-ce que vous arrivez à l'utiliser ?» Il m'a dit « Oui ». J'ai dit « Comment vous avez fait ?» Je me suis penchée dessus. J'ai testé les boutons, j'ai été rechercher. J'ai dit « C'est super, faites pareil avec vous-même. » Ramener notre attention à la maison. Revenir à nous-mêmes. Observons ne serait-ce que la respiration. Comment ça se passe ici à l'intérieur? Est-ce que telle pensée, est-ce que telle émotion, est-ce que ça m'appartient? Ça aussi, c'est une question capitale que j'invite toujours tous les participants au séminaire de se poser. Oui ou non, est-ce que je suis née comme ça? Est-ce que je suis née dans l'idée de me dire « il faut que je sois un exemple pour ma famille ». Non, c'est quelque chose qui par la suite est venu, m'a été inculqué. Lourde tâche. Et lorsque nous posons cette question, lorsque nous nous dépouillons finalement de ce conditionnement qui s'est construit au fil des ans, alors nous redevenons quelque part cet être libre. Nous renaissons à notre identité initiale qui est « je suis libre ». Je ne dois rien à personne, fondamentalement, je ne dois rien à personne. Et si je suis ici, alors c'est avant tout pour que moi je puisse goûter à la vie. L'être humain vient au monde avec une joie naturelle. Normalement, je dis bien normalement. Cette joie aurait dû s'accroître. L'être humain adulte devrait être extatique. Or, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir en conférence, qui lisent vos livres, qui viennent vous voir en consultation. Toutes ces personnes, vous avez quelqu'un? Vous utilisez aussi ce même chemin? Vous continuez à chercher auprès d'autres personnes? Je n'ai jamais eu la tendance à aller chercher à l'extérieur. La seule chose que j'ai pu aller chercher à l'extérieur, c'était au niveau biologie, parce que l'être humain Nasrine a été passionné par la biologie. Donc là, il a lu pas mal de livres, tout ce qui est épigénétique, la physique quantique, etc., etc. Donc oui, ça c'est un domaine sur lequel elle aime se pencher, elle aime rechercher, mais par amusement. Donc vous apaisez les personnes? Oh, je n'ai pas cette prétention. Je n'ai pas cette prétention. Même si souvent on me dit « Ah, mais tu as une voix apaisante, tout ce que tu dis, ça m'apaise. » Ok, c'est super. Mais ma voix, tu vas pas pouvoir la prendre avec toi toute ta vie. Donc trouve en toi ce qui t'apaise. Trouve en toi ce qui maintenant peut te faire du bien. Mais juste pour toi. Pas pour rendre service, pas pour refléter une meilleure image, juste pour toi. Eh bien, Nasrine, c'est terminé. Oh, merci infiniment, très cher François. Merci d'être venu. C'était plus agréable qu'au téléphone, quand même. Je rappelle, on peut trouver votre livre, Le pouvoir de l'accueil, c'est chez Amazon, c'est partout, on peut le trouver facilement. Donc, c'est un livre qui nous aide à vivre, finalement, à trouver des solutions nous-mêmes, si j'ai bien compris. Parfait, oui, quelle belle synthèse.